Quand on regarde la situation au Moyen-Orient aujourd'hui, et vous avez beaucoup d'expérience, vous connaissez bien la région, ces agents de la CIA qui s'y rendent, savent-ils réellement quelle est la stratégie des États-Unis au Moyen-Orient? Ou leur confie-t-on simplement des missions et des tâches précises? Oui, comment cela se passe-t-il? Parce qu'après tout, quand on est agent de la CIA ou qu'on travaille pour la CIA, est-ce qu'on considère ça simplement comme un devoir? Ou est-ce qu'on cherche à comprendre la vision d'ensemble de ce qui se passe? Oui. That's a great yeah. That's a great question, Nima. That's an important question. C'est une excellente question, Nima. C'est une question importante. Tout d'abord, la plupart des agents que la CIA envoie au Moyen-Orient ne sont pas des spécialistes de la région et ne parlent pas arabe. Presque aucun des agents de la CIA sur place n'a une vision à long terme. Et cela s'explique par le fait que le gouvernement américain, en général, n'a pas de vision à long terme. La CIA dispose de ce qu'on appelle des directives opérationnelles, ou ODs. Cela va du niveau 0, ce qui signifie qu'ils sont littéralement en train d'escalader les murs de l'ambassade, au niveau 5, qui veut dire par exemple que si vous entendez parler de culture du maïs au Maroc, envoyez-nous simplement un petit message. Donc le niveau 0, le palier 0, est le plus important. Tier 0, level 0 is the most important. That is like nuclear proliferation. C'est un peu comme la prolifération nucléaire, l'Iran, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce genre de choses relève du niveau 0. Le niveau 1 signifie qu'il faut tout laisser tomber et se concentrer là-dessus. Ce sont par exemple des questions comme le terrorisme ou les menaces contre une ambassade américaine. Ensuite, cela descend, niveau 2, 3, 4, jusqu'au point où plus personne ne se soucie vraiment des niveaux inférieurs. Mais cela ne veut pas dire que ces niveaux concernent une vision à long terme. C'était d'ailleurs l'un des aspects que j'aimais le plus lorsque je servais au Moyen-Orient en tant qu'analyste, car mon travail consistait justement à adopter une perspective à long terme. Ce qui m'intéressait, c'était, disons, la stabilité de l'Arabie saoudite sur les 30 prochaines années. C'est cela qui me passionnait. Ce qui n'est pas intéressant, c'est ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures au Soudan, par exemple. Honnêtement, je m'en fiche. Mais beaucoup de gens à la CIA s'en soucient, et donc ils vont se concentrer sur le Soudan pendant les 24 ou 48 prochaines heures. Ou encore sur ce qui se passera lors du prochain cycle de négociations en Libye. C'est un autre exemple. Ou sur ce qui se passe au Yémen. Est-ce que le pays va se scinder à nouveau en 2 Yémen différents? Je pense que franchement, cela rend un mauvais service aux décideurs politiques, car celui-ci, dans la plupart des cas, peut obtenir ces informations en lisant le New York Times, Al Jazeera ou le Washington Post. Donc la CIA n'ajoute rien au corpus du renseignement. Elle devrait se concentrer sur le long terme, et ce n'est pas le cas. À qui revient cette décision pour ce type de politique? Est-ce que cela vient du président et de son cabinet? Oui, cela provient du Conseil de sécurité nationale. Il s'agit censément des questions les plus importantes pour le président et pour les décideurs à ce niveau. Le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, le conseiller à la sécurité nationale. Ensuite, ces ordres descendent jusqu'au directeur de la CIA, puis du directeur de la CIA au directeur des divisions opérationnelles. Ainsi, chaque année en décembre, disons que je travaille pour les opérations du Proche-Orient. Le directeur de division va dire « Bon, tout le monde, dans la division du Proche-Orient, voici ce sur quoi nous allons collecter des informations au cours de l'année à venir. Nous allons nous concentrer sur l'Iran et son programme nucléaire, sur la Syrie et sur ce que fait la Chine au Moyen-Orient. Ce genre de choses les plus importantes. Et si vous tombez sur quelque chose de moins important, mais tout de même intéressant, notez-le, envoyez-le, et nous le transmettrons aux analystes. Prennent-ils en compte les retours qu'ils reçoivent de leurs agents?
Par exemple, dans la région, quel est leur point de vue? Quelle est leur compréhension de la situation là-bas? Parce qu'après tout, lorsqu'on a quelqu'un sur le terrain qui recueille des informations, sa vision, sa compréhension serait importante. C'est ça. Vous avez tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et la réponse évidente devrait être oui, qu'ils sont très concentrés sur ce sujet. Malheureusement, la véritable réponse est non. Ils s'en moquent. Je vais te donner un exemple. Il date un peu. J'écrivais un article, toujours du côté analytique, sur le rôle des femmes en politique dans un pays du Moyen-Orient. Il y avait une femme en particulier qui m'intéressait beaucoup, car elle apparaissait constamment dans les médias, se battant pour le droit de vote des femmes, une véritable leader. Les médias internationaux recherchaient son opinion. Elle était très franche et venait aux États-Unis pour s'adresser à des groupes de femmes. J'ai donc envoyé un câble. Il y a un bureau de répartition des tâches à la CIA. Je suis allé à ce bureau et j'ai dit « J'ai 8 questions à propos de cette femme. Pourriez-vous envoyer ces questions à la station et demander à la station d'affecter un officier pour trouver les informations dont j'ai besoin ?» Ce qu'ils ont fait. Environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu un câble de réponse très court à mes questions. Il disait « Oh oui, cette femme nous est bien connue. Nous l'appelons la dame du hot dog, car nous savons que lorsqu'elle vivait aux États-Unis, elle adorait les hot dogs. Et ici, au Moyen-Orient, il est difficile d'en trouver, alors elle s'en fait expédier d'on ne sait où, Beyrouth ou quelque chose comme ça. Elle les aime avec de la moutarde, de la relish et tout le reste. Et moi je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne peux pas envoyer ça au président. Alors, je suis retourné au bureau des missions et j'ai dit, c'est un échec total dans la collecte des informations nécessaires à transmettre au président. Je ne peux pas lui répondre à sa question. Dois-je prendre cette femme au sérieux parce qu'elle veut me rencontrer à la Maison-Blanche? Eh bien, je ne sais pas si vous devez la prendre au sérieux, mais elle adore les hot dogs. Et voici ce qu'elle aime mettre dessus. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il existait une véritable fracture entre la direction des opérations et la direction du renseignement. La direction des opérations allait faire les choses à sa manière, et elle se moquait de ce que la direction du renseignement écrivait et envoyait au président. John, l'une des raisons pour lesquelles je te pose cette question, c'est à cause de la situation en Ukraine. Nous savons ce qui s'y passe en ce qui concerne l'armée ukrainienne. La Russie progresse d'une certaine manière sur le terrain. Mais comment vois-tu le rôle de la CIA dans la collecte d'informations en provenance d'Ukraine, des informations de première main sur le terrain? Je ne parle pas de ce qu'ils obtiennent des Britanniques ou d'une autre agence de renseignement. Reçoivent-ils vraiment des informations directement d'Ukraine ou cela passe-t-il par ces canaux? D'après ce que je comprends, il y a des officiers supérieurs de la CIA en poste au sein du service de renseignement ukrainien pour assurer le soutien et la liaison. Et il y a des agents de la CIA sur le terrain avec les unités militaires ou les forces spéciales ukrainiennes. De plus, nous savons que la CIA forme des officiers militaires ukrainiens ici, aux États-Unis, sur des bases situées au Texas et je crois en Caroline du Nord. Donc oui, la CIA obtient l'information directement à la source, mais les Ukrainiens perdent du territoire. Cette guerre est intenable. Tous les observateurs vous diront que les Russes contrôlent la ligne de démarcation. Et au final, CIA ou pas CIA, les Ukrainiens vont devoir parvenir à une forme d'accord avec les Russes. C'est l'un de ces cas, Nima, où la CIA ne pourra pas gagner cette guerre pour les Ukrainiens. Cela devra se régler entre les Russes et les Ukrainiens.
Et certes, l'aide de la CIA a peut-être retardé une victoire russe, a peut-être coûté plus de pertes aux Russes, mais cela ne peut pas durer éternellement. John, nous savons ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine, avec le coup d'État. Mais voyez-vous le même type de politique se dessiner après un éventuel règlement ukrainien? Parce que ce que la Russie veut aujourd'hui en Ukraine, c'est une solution permanente à la question ukrainienne et une architecture de sécurité pour la région. On ne peut pas vraiment bloquer la CIA, le MI6 ou les services de renseignement russes. Ils font tous leur travail. C'est normal. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité de ces superpuissances, il doit y avoir certaines limites aux activités qu'elles mènent. Est-ce que cela va être pris en compte? Voyez-vous une telle volonté dans l'administration Trump de le considérer? Je le pense aussi. Je suis d'accord avec toi. Quelle que soit la solution à laquelle les deux parties parviendront à la fin, elle doit être permanente. Et je pense que nous avons déjà vu des signes de ce que cette solution sera. Les Russes garderont Donetsk, Luhansk, Kherson et la Crimée, les zones russophones qu'ils contrôlent de facto aujourd'hui. Je pense qu'ils finiront par les contrôler officiellement une fois que tout cela sera terminé. Une autre ligne rouge pour la Russie est que l'Ukraine ne pourra jamais être membre de l'OTAN. Mais c'est un peu un abus de langage, Nima, car l'Ukraine n'a pas besoin d'être membre de l'OTAN. L'Australie n'est pas membre de l'OTAN. Le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, eux non plus ne sont pas membres. Ce sont ce qu'on appelle des alliés majeurs non membres de l'OTAN. C'est un statut officiel. Et je ne serais pas surpris que les États-Unis s'accordent avec les Russes pour dire que non, l'Ukraine ne devrait pas être membre de l'OTAN. Elle ne le sera jamais. Mais elle pourrait obtenir le statut de grand allié non membre de l'OTAN, ce qui lui donnerait essentiellement les mêmes droits qu'un pays de l'OTAN. Je pense que ce que les Russes accepteront, c'est que l'Ukraine bénéficiera d'une procédure accélérée pour devenir membre de l'Union européenne. Ensuite, l'UE commencera la reconstruction de l'Ukraine et ce sera la fin de l'histoire. Mais je crois vraiment que nous approchons de la fin et que cette fin ne sera pas celle que les États-Unis et l'Ukraine espéraient, mais elle suffira à clore cette affaire. Beaucoup de gens pensent, du moins parmi notre public, que la CIA fait partie de l'État profond. La CIA est, vous savez. Pensez-vous que la direction de la CIA fait généralement partie de l'establishment? Ou que l'establishment exerce une grande influence sur la CIA quant à la manière dont elle est utilisée? Non, je suis d'accord qu'il existe un État profond, et la CIA en est une partie importante, probablement la plus importante. Mais définissons ce qu'est un État profond. À mon avis, un État profond est un groupe de bureaucrates non élus, très puissants, qui peuvent soit faire ce que le président veut, soit ignorer ce qu'il veut, parce que les présidents vont et viennent tous les 4 ou 8 ans. Ces dirigeants de l'État profond occupent leur poste pendant 20, 30, voire 35 ans. Les présidents se succèdent et ces membres de l'État profond restent. Donc s'il y a une politique qu'un président soutient ou souhaite et que la direction de l'État profond n'aime pas, ils attendent simplement que le président ne soit plus président. They just wait until the president's not president anymore.